pense que j'ai quelques points à soulever à partir de ce que j'ai entendu ici, à partir de la thématique de départ, donc la lutte contre les discriminations au regard de l'histoire, et également de ma propre expérience et de ma propre pratique. Moi, je suis très content de voir que vous travaillez beaucoup sur ces questions, puisque ce sont des questions qui, aujourd'hui, agitent toute l'Europe. Ma pratique est surtout une pratique française, et récemment, nous avons tenu à Lyon, à l'occasion du 11 novembre, une réunion très importante de 3 jours, profitant donc, c'est exactement l'objet de cette réunion, profitant de la commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918, pour discuter précisément de la diversité culturelle. C'est un peu le concept français pour dire que la société est composée d'éléments venus de toutes parts et vivant ensemble, mais aussi de la manière dont l'histoire, d'une part, une certaine approche de l'histoire, et d'autre part la mémoire, une certaine approche de la mémoire, peuvent contribuer à aider au vivre ensemble et évidemment à l'élimination des discriminations. En fait, c'est un combat. Cela va au-delà de l'associatif pur, c'est un combat dans lequel il faut utiliser toutes les armes et les utiliser avec toute leur efficacité. C'est dans ce sens que nous avons fait, dans un groupe d'amis et de collègues, un documentaire et un livre sous le titre « La France noire », pour montrer une chose qui nous paraît absolument essentielle, c'est que la France n'est pas blanche, elle est multiple. Et dans cette multiplicité, il y a la composante essentielle, qui est la composante noire. Que ça n'est pas une affaire des 3 dernières décennies, c'est une affaire qui s'étale sur plusieurs siècles. Donc c'est une posture de combat. L'autre chose que nous avons fait, vous savez, lorsque nous nous sommes mis dans la posture d'un certain nombre de nos amis, les Arméniens, les Juifs et quelques autres, qui consiste par rapport, c'est d'ailleurs l'une des demandes qui a été faite, qui consiste dans le fait que nous nous donnons un devoir de riposte absolue et permanente à toute espèce de discrimination et de racisme. Et lorsque le président de la République, Nicolas Sarkozy, a fait ce discours plein d'idiotie sur le soi-disant homme noir, nous lui avons répondu immédiatement avec la vivacité que certains d'entre vous connaissent. Et puis peut-être il y a aussi, puisqu'on parlait de médias, cette aventure télévisuelle Afrique, une autre histoire du XXe siècle, aventure qui marche puisqu'aujourd'hui la version française est doublée d'une version anglaise qui consistait à dire face à l'Europe, donc ça n'est pas seulement la Belgique, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est l'Italie, face à l'Europe qui a tendance à considérer que c'est elle qui a fait l'histoire du monde, à montrer qu'on ne peut pas comprendre l'histoire du XXe siècle si on fait sortir de là la part africaine. Que ça n'est pas seulement une contribution, mais que c'est l'Afrique qui importe et qui a été à la fois l'enjeu, mais aussi le sujet et l'acteur de notre histoire. Donc il y a une action à mener à plusieurs échelles, ce que beaucoup ont constaté ici. Il y a l'action associative, il y a l'action intellectuelle, l'action culturelle, et probablement à différents niveaux de la structure politique qui est la vôtre ici, au niveau des municipalités, au niveau des petites régions ou provinces. C'est véritablement une action de tous les jours et qui est importante. Alors qu'est-ce que j'ai retenu de ce que vous dites et que je transmettrai aux miens?
il y a un premier point qui sort très clairement, c'est le fait de montrer, peut-être faut-il insister davantage, que l'image que l'on a de l'extérieur de la Belgique n'est pas une image suffisante ni adéquate. La Belgique, ce n'est pas les trois ensembles, Wallonie, Flandre, Bruxelles. La Belgique est beaucoup plus complexe que cela. Et cette complexité, c'est nous. C'est que d'une part, la Belgique a fait quand même une expérience assez étonnante. Elle a été longtemps un pays d'émigration. Moi qui vis en France, quand je fais des cours d'histoire sur la société française et que nous parlons d'immigration, nous parlons d'abord des Belges. Et donc, il y a une expérience fondatrice sur laquelle il faut sans doute insister, puisqu'elle vit aujourd'hui, à son tour, l'expérience d'immigrants venus d'ailleurs. Il y a aussi cette émigration outre-mer qui a été importante. Il apparaît que presque toutes les familles belges, à une époque, avaient quelque chose à voir directement ou indirectement avec le Congo, parce qu'il y avait un oncle, une tante, prêtre, administrateur, homme d'affaires, etc. Et nous qui sommes du Congo, c'est au Congo que nous avons commencé à saisir cette complexité de la société belge, puisque dans certaines familles d'évolués et autres, quand on parlait des colonisateurs, on ne disait pas les Belges, on disait les Flamands. Donc il y a là quelque chose d'intéressant et une histoire que nous devons renvoyer aux Belges pour qu'ils voient que nous aussi nous les connaissons et nous connaissons ce que eux ont vécu dans l'émigration. Alors aujourd'hui, il est clair que la Belgique, mais comme d'autres pays européens, est devenue un pays d'immigration. Avant l'immigration africaine, il y a eu notamment l'immigration italienne. Moi, au Congo, j'ai été à l'école des Blancs, comme on disait à l'époque, école de discrimination. Nous étions deux jeunes gens discriminés. Il y avait moi, certes, mais il y avait aussi un Italien discriminé, comme les Africains. Donc, cette immigration européenne, on peut certainement en tirer quelque chose par rapport à l'histoire. Et aujourd'hui, on voit bien, on a parlé des Turcs, on a parlé des Maghrébins, on a parlé des Africains, des Congolais. Et au Congo, d'ailleurs, beaucoup sont étonnés de voir que l'immigration noire en Belgique n'est pas seulement une immigration congolaise, mais qu'elle est sénégalaise, malienne, etc. Cette diversité pourrait être un facteur de faiblesse. Nous, en France, je crois que nous l'avons un tout petit peu surmonté en insistant, la question a été discutée un peu ce matin, sur le fait que nous sommes, dans la société française, perçus comme noirs. Et donc, nous nous assumons comme noirs, au-delà des clivages nationaux, politiques et autres. Et l'une des opérations les plus intéressantes, c'est le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, qui mène justement son action sur tous ces champs, sur le champ intellectuel, sur le champ juridique, sur le champ politique, sur le champ artistique et autres. Demain, par exemple, nous avons une journée très importante à Paris consistant à commémorer la figure de Léon Gontran Damas, justement pour montrer que la présence noire en France et le rayonnement artistique et intellectuel de la France au XXe siècle, sinon auparavant, ne peut pas se comprendre si on marginalise, et à plus forte raison, si on nie la part africaine. Alors, ce que j'ai retenu de vos débats, c'est que, oui, les discriminations existent ici. Il y a d'abord le racisme, donc ce qu'on ne voit pas bien, c'est peut-être l'articulation de ce racisme d'aujourd'hui avec le racisme colonial, mais on voit très bien que, et c'est un processus européen, on a tendance de plus en plus
à racialiser les rapports sociaux et les problèmes sociaux, et en même temps à banaliser justement le discours des partis d'extrême droite. Donc on parle des races, on parle d'origine, plusieurs ont remarqué qu'on dit les gens d'origine belge et les autres, alors que les autres sont souvent des citoyens belges à part entière. Donc il y a ces discriminations qui sont là. Je constate aussi que nous sommes tous d'accord ici que la lutte contre les discriminations est une lutte nécessaire, et on a ouvert cette journée par la référence de Billy Kanonji à Nelson Mandela. Si vous voulez le changement, vous devez être acteur de ce changement. Mais en sachant que c'est une lutte longue, les difficultés qui ont été relevées sur les antagonismes parmi les Congolais, mais peut-être aussi ailleurs, montrent que c'est un combat de très très longue durée. Enfin, peut-être pas non plus la durée d'un siècle, mais il faut penser, dans des cas autres que nous connaissons, qu'entre le chant We shall overcome, nous triompherons, et le triomphe effectif des Noirs américains pendant les années 60, il y a 2 tiers de siècle. Mais ça ne veut pas dire que nous devons parcourir 2 tiers de siècle pour arriver à ce point. Nous devons capitaliser l'expérience des autres pour avancer, évidemment, beaucoup plus vite. Évidemment, la part de l'histoire et de la mémoire est évidemment importante. La mémoire, disons, commune en Belgique, et l'histoire ressemble encore beaucoup au déroulement d'un roman national, avec beaucoup d'idéalisation, beaucoup d'enjolivement, et sans doute aussi une captation de l'histoire coloniale pour faire en sorte que ceux qui la maîtrisent, ceux qui écrivent dessus, ceux qui peuvent l'enseigner, sont presque toujours, on va dire, en utilisant ces mauvais mots que nous connaissons en France, les Belges de souche. Juste une anecdote, il y a, je ne sais pas, 4 ou 5 ans, le musée du Quai Branly en France organisait une série de conférences sur le fait colonial. Le fait colonial européen, mais aussi la colonisation russe et d'autres colonisations. Et on m'avait demandé de parler de la colonisation belge. Le programme a été affiché et j'ai reçu, enfin le Quai Branly a reçu une lettre de protestation du président des, je sais pas, des anciens de la colonie ou quelque chose comme ça, qui demandait au musée du Quai Branly de quel droit ce monsieur voulait-il parler de la colonisation belge. Alors le musée a répondu que ce monsieur est professeur d'université de classe exceptionnelle et que son enseignement porte sur l'histoire de l'Afrique. Il est peut-être compétent pour en parler, d'autant plus que, incidemment, il est d'origine congolaise. Donc, ça veut dire que la question que vous avez posée est vraiment une question très importante. Alors, que faire maintenant? Je crois, et nous en sommes d'accord, qu'il faut construire des stratégies. Et aujourd'hui, on voit que nous en avons posé un certain nombre, mais peut-être devons-nous aller plus loin en les construisant effectivement. C'est-à-dire des choses durables, des choses qui nous engagent et des choses qui produisent des effets. Alors, une première chose, c'est clair, on l'a dit un peu pour les Congolais, c'est que, comment dire, il faut attaquer le mythe du retour au pays. Parce que c'est ici que les choses se passent. Un jour, on retournera peut-être, mais c'est de moins en moins évident quand on voit à l'aéroport de Kinshasa ce qui se passe, c'est que ceux qui reviennent dans la soute. C'est-à-dire ce sont des cadavres. Donc il faut penser que c'est hic et nunc, maintenant ici, que les choses se passent, et donc assumer pleinement sa citoyenneté. Moi, je considère tous ceux qui sont ici comme des Congolais, mais ce sont des Belges d'abord. Et cette citoyenneté, il faut l'assumer totalement. Je crois aussi que
Il faut travailler en équipe. Il y a beaucoup d'associations, chacune avec sa philosophie, sa personnalité, mais il faut sans doute penser à coaliser ces efforts, et probablement que le colloque ou la conférence de l'année prochaine, si intellectuellement elle est réussie et si politiquement elle est visible, elle peut conduire à quelque chose de plus fort. Si vous voulez mettre quelqu'un KO, c'est pas en lui donnant 100 coups de poing de part et d'autre, c'est en lui donnant un bon coup de poing quelque part. Donc ce coup de poing unique doit être le résultat justement de cette coalition. Je crois aussi que, on a parlé des médias tout à l'heure, c'est évidemment important. Je suis moi-même un peu aussi dans les médias. Je crois qu'il faut monter des stratégies visant à donner une visibilité positive. Et ça passe alors par les livres, bien sûr, mais nous savons que les médias ne sont pas toujours accessibles aux livres, dès lors que l'actualité africaine pour eux, c'est les viols, les meurtres, etc. Donc il faut sans doute imaginer d'autres espaces, peut-être faire de l'entrisme par rapport... Vous n'avez pas de preuves, enfin, vous n'avez pas de données. Donc on a fait une enquête auprès de Noirs. On nous a dit, mais qu'est-ce que vous définissez comme Noir? On a dit, on a fait l'enquête auprès de gens en leur demandant, est-ce que vous êtes Noir? Et si une personne de couleur nous dit, je suis Noir, nous considérons que c'est crédible. Et donc cette enquête a eu un effet absolument incroyable avant l'élection présidentielle de 2005, c'est que les journaux qui l'ont publié se sont rendus compte que l'enquête a balayé un échantillon de 2 millions de personnes. 2 millions de personnes, c'est plus de voix que ce qui a fait perdre Lionel Jospin lors de sa candidature au présidentiel. Donc du coup, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, le grand devenait sérieux, alors en disant, vous avez eu tort de faire ça, mais en même temps, vous avez créé l'événement. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? On devient de plus en plus audacieux. Dès lors qu'en 2011-2012, la majorité a changé et que la gauche est arrivée au pouvoir, avec un discours qui remet en question le discours de l'extrême droite et le discours de la droite dite classique qui se durcissait de plus en plus, nous avons voulu profiter de la présence au gouvernement de Madame Taubira pour exiger l'application de la loi de 2001. La loi de 2001 définit l'esclavage et la traite faits par la France comme des crimes contre l'humanité. Nous disons que puisqu'il y a crime, il doit y avoir réparation. Et dès lors qu'il y a un sous-bassement, c'est pas trop, 2 millions c'est peut-être trop, mais d'un certain nombre de gens qui sont des électeurs importants, ça finit par, la mayonnaise finit par prendre. Donc je crois que, bon, ce qui a été dit tout à l'heure, je l'ai bien entendu, on a convoqué les journalistes. En général, quand on les convoque, ils ne viennent pas. Il faut créer un événement tel qu'ils se sentent obligés de venir à cet événement. Reste l'histoire. Je reviens encore à l'histoire parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas finalement suffisamment parlé. Dans le groupe où j'étais, une question critique a été posée, la question de la réconciliation des mémoires. Est-ce qu'il est possible de réconcilier les mémoires? Je ne suis pas certain qu'on puisse les réconcilier sans qu'un travail préalable ait été fait sur l'histoire. En gros, je dirais que ce que nous devons envisager de faire, c'est face à toutes ces pratiques qui consistent à évacuer, à marginaliser l'histoire coloniale, au point que, si mes informations sont bonnes,
aujourd'hui, il n'y a presque plus de chaire en tant que telle où s'enseigne l'histoire du Congo et l'histoire de la colonisation. C'est un scandale. C'est un scandale. On peut se demander, c'est simplement, est-ce qu'il y aurait la Belgique sans le Congo? C'est un scandale. Et donc, face à cette situation, nous devons donc au moins obtenir deux choses. La première, c'est accréditer la centralité de l'histoire coloniale dans l'histoire de la Belgique. Car au fond, de 1830 à, disons, 1875-80, qu'est-ce que la Belgique? Peut-être une dépendance de l'Angleterre, peut-être de la France. Quand est-ce que la Belgique devient Belgique? C'est-à-dire une grande nation reconnue, respectée, participant à la conférence de Versailles, participant aux grandes conférences internationales. C'est grâce au Congo. Alors, on dira, cette histoire-là, nous le savons, c'est à la fois l'histoire de la splendeur coloniale, parce que Bruxelles, enfin toutes les villes belges que j'ai visitées, sont devenues ce qu'elles sont grâce à la colonisation. Il y a eu d'ailleurs une pièce de théâtre, Bruxelles, je crois, banlieue du Congo, qui montrait cette chose très très bien. Mais c'est aussi dans l'histoire du XXe siècle, et c'est important de le rappeler, l'histoire, comment dire, de crimes caractéristiques de notre siècle violent. L'histoire donc de crimes collectifs, qui ont été ceux de Léopold II, mais aussi l'histoire de crimes ciblés qui pèsent lourdement sur le devenir de quelques États africains aujourd'hui. Est-ce que le Congo serait dans la mouise où elle est aujourd'hui sans l'assassinat de Lumumba? Est-ce que le Burundi serait dans l'état où il est sans l'assassinat de Rwagasore? Donc, on dira, notre histoire est partie prenante de l'histoire de la Belgique, et l'histoire de la Belgique est partie prenante de la nôtre. Tous ces faits sont des faits nécessaires. Alors, vous direz que les chaires sont fermées, mais écrivez des livres. Écrivez des livres, écrivez des pamphlets, faites un certain nombre faites des films. Donc, il faut occuper l'espace. Il faut occuper l'espace pour exercer précisément son devoir de citoyen. Ce matin, il y a eu des débats sur Cheikh Anta Diop, je ne sais pas si la personne est toujours là, ce que j'appelle le diopisme et autres. C'est vrai que Cheikh Anta n'est pas un historien, comme vous le savez, c'est un physicien, mais il a eu un éclat de génie. On peut dire, comment a-t-on fait pour ne pas le voir? Il a été énervé dans sa jeunesse qu'on lui apprenne des cours sur l'Égypte en parlant du Moyen-Orient, et il a rappelé, en regardant une carte, que l'Égypte est africaine, elle est ouverte sur la Méditerranée, mais elle est aussi profondément enracinée sur la vallée du Nil et l'Afrique profonde. Mais c'est vrai qu'à partir de là, il y a toute une littérature, disons, afro-centriste, qui pose problème. Moi, je suis assez compréhensif à l'égard de certains de ces dérapages discursifs, parce que je crois que la construction de soi individuellement et collectivement, dans une situation de discrimination et de racisme, exige que l'on s'approprie un certain nombre de faits, qui sont des faits avérés ou qui sont des suppositions, qui permettent notamment aux jeunes d'avoir un minimum d'orgueil et de fierté. Ce travail sur l'histoire me semble important, parce que nous parlions tout à l'heure avec Ludo de Witt que les archives sont toujours ouvertes. Moi, j'ai rencontré, je voudrais terminer là-dessus, j'ai rencontré il y a quelques mois à Nantes, ville française chargée d'histoire, l'histoire de la traite, une femme de 95 ans qui a été l'épouse d'un médecin français, le docteur Paul Ringard de la Bletière, qui a travaillé au Congo à la Compagnie du Kasaï dans les années 1925
1928 et qui a comme médecin comment dire, d'entreprise, et il a laissé de son passage au Congo un rapport absolument troublant justement sur la permanence de la violence coloniale et la gravité de la situation de ceux qui vivaient cette période. Donc je crois que ce n'est pas du passéisme que cette insistance sur l'histoire et la mémoire. C'est le retour à un de ces fondements rendus invisibles précisément par les stratégies de discrimination par lesquelles il faut revenir pour justement mettre les points sur les i. Un dernier point finalement pour conclure. Ne faut-il pas envisager dans ce cas ce que d'aucuns ont appelé discrimination positive, c'est-à-dire l'action affirmative. Car on se rend compte que, au fond, c'est l'une des sorties par le haut de ces situations bloquées. Dans l'histoire des Noirs américains, avant l'action affirmative proprement dit, le docteur Dubois expliquait dans une fameuse formule « The talented tenth », le 10e des personnes talentueuses, en disant « le jour où nous aurons 10% des nôtres qui auront suffisamment de talent dans le savoir, dans l'entreprise, dans l'art, dans toutes sortes de choses, le jour où nous aurons ces 10%, nous serons à même de combattre durablement et peut-être définitivement les discriminations. » Donc je suis très heureux d'avoir été des vôtres.